La pluie trempait le cimetière alors qu'une jeune femme de ménage s'effondrait près de la tombe d'un milliardaire. Ses mains étaient enfouies dans la terre humide. Ses sanglots brisaient un silence qu'aucun argent ne pouvait acheter. Elle pleurait comme quelqu'un qui venait de perdre son seul refuge au monde. Pas un employeur, pas un maître, mais le seul être humain qui l'avait traitée comme si elle comptait. Autour d'elle, les fleurs étaient hors de prix. La pierre tombale était parfaite. Pourtant, le chagrin était réel, brut, non rémunéré. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'homme sous cette tombe n'était pas vraiment parti. Et quelque part tout près, invisible sous la pluie, quelqu'un la regardait pleurer. Chloé avait appris très tôt dans la vie comment devenir invisible. Dans la maison de campagne des Belogans, située dans un village en Normandie, l'invisibilité n'était pas une métaphore. C'était une question de survie. On ne parlait que lorsqu'on vous adressait la parole. On baissait les yeux lorsque les maîtres passaient. On apprenait à marcher doucement, à respirer silencieusement, à exister sans laisser de traces. Chloé faisait tout cela à la perfection. Elle se réveillait avant l'aube chaque jour, bien avant que le soleil ne réchauffe les sols en marbre de la demeure. Alors que le village dormait encore à moitié, elle frottait, lavait, pliait et nettoyait, se déplaçant de pièce en pièce comme une ombre qui servait mais n'était jamais vue. Au moment où la famille Belogan émergeait de ses chambres, tout était déjà parfait et Chloé était déjà fatiguée. Personne ne lui demandait comment elle se sentait. Personne ne le faisait jamais. Monique, la matriarche de la maison en tout sauf le titre, aimait rappeler au personnel sa place. Sa voix portait à travers les couloirs, tranchante et autoritaire, fendant l'air comme un fouet. « Chloé, ai-je demandé de la poussière sur cette table ? Chloé, bouge plus vite. Tu n'es pas ici pour faire la charité. Chloé, ne reste pas plantée là comme une idiote. » Chloé répondait toujours de la même manière. « Oui, madame. Je suis désolée, madame. Je vais arranger ça, madame. » Elle ne discutait jamais, n'expliquait jamais, ne se défendait jamais, car expliquer ne faisait qu'empirer les choses. Nicolas, le cousin de Stéphane, était différent de Monique dans le ton, mais pas dans la cruauté. Il souriait davantage. Il plaisantait, mais ses blagues tombaient toujours comme des pierres. Alors, c'est la fameuse silencieuse, dit-il un jour en tournant autour de Chloé pendant qu'elle servait un café. Parle-t-elle ou est-elle cassée? Les autres rirent. Chloé baissa la tête et continua de verser. Une seule personne dans cette maison ne riait pas. Stéphane observait tout. Ce n'était pas un homme qui élevait la voix. Il n'insultait pas. Il n'en avait pas besoin. Son autorité était calme, lourde et incontestée. Lorsque Stéphane entrait dans une pièce, les conversations changeaient. Les gens se redressaient. Les sourires devenaient prudents. Pour le monde extérieur, Stéphane était un milliardaire de l'immobilier, de la logistique, des ports, des entrepôts et de l'énergie. Son nom apparaissait dans les journaux à côté de mots comme visionnaire et empire. Son visage apparaissait sur les écrans aux côtés de politiciens et d'investisseurs. Mais à l'intérieur de sa propre maison, Stéphane était surtout silencieux et observateur. Il remarquait comment Chloé tressaillait avant même que Monique ne parle. Il remarquait comment elle attendait que tout le monde ait mangé avant de toucher à la nourriture elle-même. Il remarquait comment elle remerciait les gardes de sécurité par leur nom, même lorsqu'ils lâchaient à peine la tête en retour. Un après-midi, un petit incident se produisit. Assez petit pour que personne d'autre ne s'en souvienne. Monique accusa Chloé d'avoir cassé un vase en porcelaine, une antiquité importée assez chère pour rendre la colère justifiable. Le vase était tombé lorsque Nicolas avait frôlé la table trop rapidement. Mais le blâme ne suivait pas la vérité dans cette maison. Espèce d'incapable, claqua Monique. Sais-tu combien cela coûte? Chloé s'agenouilla immédiatement, les mains tremblantes. Je suis désolée, madame. Je n'ai pas. Ne me mens pas. Cria Monique. Tu penses que la pauvreté te donne le droit de détruire ce que tu ne peux pas te payer? Stéphane descendait les escaliers lorsqu'il entendit cela. Il s'arrêta. La pièce tomba dans le silence alors qu'il s'approchait. Elle ne l'a pas cassé, dit Stéphane calmement. Monique se retourna, surprise. Stéphane, j'ai vu ce qui s'est passé, continua-t-il. Sa voix était égale mais définitive. Nicolas a bousculé la table. Nicolas ouvrit la bouche,
puis la referma. Monique força un sourire. Eh bien, les accidents arrivent. Oui, dit Stéphane. Ils arrivent. Ses yeux se posèrent brièvement sur Chloé. Lève-toi, lui dit-il. Chloé obéit, confuse, le cœur battant. Retourne finir ton travail, ajouta Stéphane. Elle inclina la tête et partit, les jambes flageolantes. C'était tout ce qu'il avait dit. Pas de sermon, pas de punition, pas de drame. Mais pour Chloé, c'était tout. Cette nuit-là, elle pleura doucement dans son oreiller, non de douleur, mais de choc. Personne ne l'avait défendue auparavant. Pas une seule fois, jamais. Elle ne s'autorisa pas à imaginer pourquoi. Elle sentit seulement quelque chose d'inconnu et de dangereux fleurir dans sa poitrine, l'espoir. À partir de ce jour, Chloé observa Stéphane comme on observe une étoile lointaine, consciente de sa lumière, mais ne croyant jamais qu'elle puisse être atteinte. Elle apprit ses habitudes. Comment il buvait son café noir. Comment il marquait une pause avant d'entrer en réunion, comme s'il se préparait à une bataille que personne d'autre ne pouvait voir. Comment il restait parfois debout près de la fenêtre tard le soir, regardant la campagne environnante au lieu des gens. Et Stéphane continuait d'observer Chloé. Il remarqua qu'elle travaillait encore plus dur après ce jour-là, non par obligation, mais par gratitude. Il remarqua qu'elle ne mentionnait jamais l'incident à personne. Comment elle portait sa dignité silencieusement sans exiger de reconnaissance. Un soir, alors que Chloé débarrassait les assiettes après le dîner, Stéphane parla de nouveau. « Quel est votre nom » demanda-t-il. Chloé se figea. Elle travaillait dans cette maison depuis 2 ans. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Chloé, monsieur, dit-elle doucement. Stéphane hocha la tête. « D'où venez-vous » ? « De la Bretagne, monsieur. Je suis venu quand ma sœur est tombée malade. J'avais besoin de travail. » Stéphane l'étudia un instant, sans méchanceté. « Merci pour votre travail, dit-il simplement. Puis il s'éloigna. Ce n'était rien. Et c'était tout, car dans une maison où Chloé avait été traitée comme un meuble, quelqu'un lui avait enfin parlé comme à un être humain. Elle ne le savait pas alors, mais ces petits moments, ces observations silencieuses étaient stockées soigneusement dans l'esprit de Stéphane. Pas comme un sentiment, mais comme une vérité. La vérité sur la loyauté, la vérité sur le caractère, la vérité sur ce que les gens étaient lorsque le pouvoir se croyait invisible. Et loin de là, au-delà de l'imagination de Chloé, un règlement de compte prenait déjà forme. Le matin où Stéphane ne rentra pas à la maison, la demeure sembla différente. C'était subtil au début, trop calme, trop immobile, le genre de silence qui presse contre les oreilles au lieu de les apaiser. Chloé le remarqua en polissant la longue table de la salle à manger, ses mains bougeant plus lentement que d'habitude alors qu'elle écoutait des pas qui ne venaient jamais. Stéphane était toujours précis. S'il disait qu'il rentrerait à 19h, il rentrait à 19h. Pas 19h30, pas 20h. La précision était son langage. À 21h, Monique commença à faire les 100 pas. « Appelle-le encore », lança-t-elle au régisseur. Quel genre d'homme adulte éteint son téléphone ? Nicolas essayait de paraître détendu, mais son pied tapait contre le sol en marbre. Peut-être est-il resté en ville pour la nuit. Les réunions s'éternisent. Mais personne ne croyait vraiment à cela. À 22h30, l'appel arriva. Chloé était dans la buanderie lorsqu'elle entendit Monique hurler. Pas un cri contrôlé, pas un ordre, un hurlement. Le son déchira la demeure comme du verre brisé. Le personnel se figea sur place. Quelqu'un laissa tomber un plateau. Une autre commença à prier à voix basse. Chloé courut vers le couloir, le cœur battant, juste à temps pour voir Monique s'effondrer dans un fauteuil, son téléphone glissant de sa main. « Que s'est-il passé, madame » demanda le régisseur, déjà pâle. Les lèvres de Monique tremblaient. Il y a eu un accident. Les mots semblaient irréels, flottant dans l'air sans signification. Un accident grave ? Monique continuait de lutter pour respirer. La voiture de Stéphane. Sur l'autoroute près du chantier. Ils disent qu'elle a explosé. La maison tourna autour de Chloé. Ses genoux cédèrent et elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Explosé. Quelqu'un posa des questions. Quelqu'un d'autre pleura.
Nicolas regardait droit devant lui, son visage illisible. Chloé n'entendait rien de tout cela clairement. Son esprit s'accrochait à une image. Stéphane debout près de la fenêtre la nuit, regardant le village, vivant, respirant, observant. Elle secoua la tête comme si cela pouvait annuler les mots qu'elle venait d'entendre. À midi, la nouvelle était partout. Le milliardaire Stéphane tué dans une tragique explosion sur l'autoroute. Le puissant magnate meurt à 47 ans. L'Empire laissé sans roi. Les télévisions braillaient dans le salon. Les téléphones sonnaient sans fin. La sécurité arriva. Les avocats suivirent. Et toujours, personne ne demanda comment Chloé se sentait. Elle traversait le chaos comme un fantôme, servant de l'eau, débarrassant les verres, écoutant un chagrin qui semblait répéter. Monique pleurait bruyamment devant les visiteurs, pressant dramatiquement des mouchoirs sur ses yeux. « Mon neveu, mon fils » sanglotait-elle. Il était tout pour cette famille. Nicolas se tenait à côté d'elle, secouant la tête solennellement. C'est une grande perte. Une immense perte. Chloé observait depuis l'embrasure de la porte, la poitrine brûlante. Elle avait vu la gentillesse de Stéphane quand personne ne regardait. Elle avait entendu son silence parler plus fort que tout ce bruit. Et maintenant, il était parti. Ce soir-là, le docteur Samuel Adabio arriva. Il parla doucement avec Monique et Nicolas derrière des portes closes. Son visage était sérieux, professionnel, indéchiffrable. Le corps a été gravement endommagé, dit-il plus tard en s'adressant à la famille. L'identification a été confirmée par les effets personnels. Il y aura un cercueil fermé. Le souffle de Chloé se coupa. Cercueil fermé. Cela signifiait pas d'adieu, pas de dernier regard, pas de preuve à laquelle son esprit pouvait s'accrocher. Cette nuit-là, Chloé ne put dormir. Elle s'assit sur son lit étroit dans les quartiers des domestiques, fixant le mur, rejouant chaque moment qu'elle avait partagé avec Stéphane. La façon dont il avait prononcé son nom, la façon dont il l'avait défendu sans hésitation, la façon dont il l'avait remercié. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle pressa sa main sur sa bouche pour étouffer le sanglot qui montait de façon inattendue. « Merci pour votre travail. » C'était la dernière chose qu'il lui avait dite. Au matin, les préparatifs des funérailles étaient en cours. La maison de campagne se transforma rapidement. Des fleurs arrivèrent par camions entiers. Les chaises furent disposées. Des chapiteaux furent érigés. Tout était efficace, coûteux, parfait et complètement vide. Chloé fut assignée à l'aide durant la cérémonie. Elle était vêtue de noir comme tout le monde. Mais son chagrin semblait différent, plus lourd, non reconnu. Alors que les funérailles commençaient, des invités importants remplirent la propriété. Des politiciens, des partenaires d'affaires, des hommes qui avaient craint et respecté Stéphane dans une égale mesure. Le pasteur Eliamensa parla d'héritage, de succès, d'impact. Stéphane était un homme de vision, dit le pasteur solennellement. Un pilier de cette nation. Chloé se tenait près du fond, ses mains jointes fermement ensemble. Il parlait de sa richesse, de ses accomplissements, de son nom. Personne ne parlait de sa gentillesse. Lorsque le cercueil fermé fut descendu en terre, Monique gémit bruyamment, soutenue par deux femmes. Nicolas inclina la tête de manière théâtrale, la main sur le cœur. Chloé ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Ce ne fut que plus tard, quand les invités furent partis et que le soleil commença à décliner, que le poêle écrasa finalement. Elle attendit que la nuit tombe, que la maison soit redevenue silencieuse, que personne ne regarde. Alors elle s'éclipsa. Le cimetière n'était pas loin, mais il semblait à une éternité. L'air était humide, le ciel lourd, les nuages s'amoncelaient. Chloé se tenait devant la tombe marquée du nom de Stéphane, les jambes tremblantes. Cette fois, il n'y avait pas de foule, pas de performance, pas de public. Elle tomba à genoux. « Je ne sais pas pourquoi cela fait si mal », murmura-t-elle, la voix brisée. « Vous me connaissiez à peine. » Ses larmes tombaient librement maintenant, s'imprégnant dans la terre. « Mais vous m'avez vu quand personne d'autre ne le faisait. » La pluie commença à tomber doucement, comme en réponse à sa douleur. « J'espère que vous saviez », continua-t-elle en pressant sa paume contre le sol. « J'étais reconnaissante chaque jour. » Ses épaules tremblaient alors que les sanglots la submergeaient.
J'ai prié pour vous. Je le fais encore. Dans les coulisses du deuil et de la pluie, loin de la portée ou de la compréhension de Chloé, autre chose se produisait. Dans un établissement médical privé à des kilomètres de là, des machines bourdonnaient régulièrement. Un homme gisait immobile, le visage partiellement obscurci, des bandages enveloppés soigneusement autour de sa tête et de sa poitrine. Sa respiration était lente, contrôlée. Le docteur Samuel Adabio se tenait près du lit, vérifiant les moniteurs. « Il est stable », dit le docteur doucement. « Le monde vous croit mort. » Les yeux de l'homme s'ouvrirent, vifs, conscients. Vivant. Stéphane fixait le plafond, écoutant le silence, la distance, la vérité se dévoilant sans lui. « Bien », murmura-t-il. Dehors, la pluie continuait de tomber, et sur une tombe marquée de son nom, la seule personne qui pleurait pour lui sans attendre s'agenouillait seule dans le noir, ignorant que l'homme qu'elle pleurait respirait encore, et l'observait. Au 3e jour après les funérailles, le deuil dans la maison de campagne avait commencé à changer de forme. Il ne portait plus de vêtements noirs et d'yeux gonflés. Il portait des calculs. Chloé le sentit dans l'air au moment où elle revint du cimetière ce soir-là. La maison était éveillée, les lumières allumées, les voix basses mais urgentes. Des portes qui avaient toujours été fermées s'ouvraient soudainement. Des papiers apparaissaient sur des tables où des fleurs se trouvaient quelques heures plus tôt. Stéphane était à peine en terre que les vivants passaient déjà à autre chose. Monique était assise dans le grand salon, le dos droit, le visage sec. La tristesse dramatique qu'elle avait affichée aux funérailles avait disparu, remplacée par quelque chose de plus tranchant, de plus concentré. « Nicolas », dit-elle en tapotant ses ongles manucurés contre la coudoir. « Tu dois parler aux avocats encore demain. » Nicolas hocha la tête, se penchant en avant. « Ils ont dit que le testament est clair, mais il y a des zones que nous pouvons interpréter. » Les lèvres de Monique s'incurvèrent en un mince sourire. « Tout est interprétable si l'on sait où regarder. » Chloé se tenait près de l'embrasure de la porte avec un plateau de café, les mains stables, mais le cœur inquiet. Elle n'était pas censée écouter, pourtant personne ne semblait se souvenir qu'elle existait. C'était le cadeau cruel d'être invisible. Stéphane faisait confiance trop facilement, continua Monique. Il a laissé trop de pouvoir dans des structures au lieu des personnes. Nicolas ricana. Il n'en aura plus besoin maintenant. Ces mots serrèrent la poitrine de Chloé. Plus besoin maintenant. Elle posa le plateau doucement, prenant soin de ne pas faire de bruit, et s'éloigna avant que ses émotions ne trahissent sa présence. Cette nuit-là, sa chambre sembla plus petite que jamais. Chloé resta éveillée, fixant le plafond, rejouant le son de la voix de Monique. Quelque chose semblait faux, pas seulement moralement, mais profondément, comme une maison dont les fondations s'étaient fissurées pendant que tout le monde admirait la peinture. Elle murmura une prière dans l'obscurité, la même qu'elle avait murmurée sur la tombe. Protéger ce qui comptait pour lui. Le matin apporta des ordres. Monique réunit le personnel, son ton sec et efficace. Les choses vont changer ici, annonça-t-elle. Jusqu'à ce que la succession soit entièrement réglée, les dépenses seront surveillées de près. L'estomac de Chloé se noua. Pas de repas inutiles, continua Monique. Pas d'heures supplémentaires, pas d'errance dans la maison sans but. Ses yeux se posèrent sur Chloé. Et surtout, pas de sentimentalisme absurde. Chloé baissa la tête. Oui, madame. À midi, les changements étaient visibles. Les points de contrôle de sécurité furent renforcés. Certaines pièces furent verrouillées. Des documents furent déplacés. Les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque Chloé entrait dans une pièce. Elle se sentait comme une étrangère dans une maison qu'elle avait nettoyée de ses propres mains. Cet après-midi-là, Chloé fut appelée dans le hall principal. Monique était assise avec Nicolas et 2 hommes inconnus en costume. Des dossiers étaient ouverts sur la table. « Chloé », dit froidement Monique. « Tu étais proche de Stéphane, n'est-ce pas ?» La question la surprit. « Je travaillais ici, madame. » Monique inclina la tête. Ce n'était pas la question. Chloé déglutit. « Il me parlait parfois. » Nicolas eut un sourire narquois. « Parfois ? » « Oui, monsieur. » Monique se pencha en avant. « Tu étais souvent dans son bureau. » « Tard le soir pour nettoyer. » « Oui, madame. »
Et tu n'as jamais rien entendu? Insista Monique. À propos de ses projets, de ses intentions, de son testament? Chloé secoua la tête immédiatement. Non, madame, jamais. Monique l'étudia un long moment comme si elle cherchait une fissure. Très bien, dit-elle finalement. Tu peux disposer. Alors que Chloé se tournait pour partir, Monique ajouta sèchement. Mais souviens-toi, la loyauté ne survit pas à la mort. Fais attention où tu places la tienne. Les mots suivirent Chloé jusqu'au quartier des domestiques. Ce soir-là, quelque chose se produisit qui changea tout. Chloé retourna dans sa petite chambre pour la trouver sens dessus-dessous. Son matelas avait été soulevé, ses quelques affaires éparpillées, son souffle se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, Nicolas apparut à l'embrasure de la porte, flanqué de 2 gardes. « Ah, le voilà, dit Nicolas légèrement. Il se pencha et ramassa quelque chose sur le sol. Un stylo en or, le stylo de Stéphane, celui qu'il gardait toujours dans la poche de sa veste. Le cœur de Chloé s'effondra. J'ai trouvé ça dans le couloir, dit-elle rapidement. J'allais le rendre. Le sourire de Nicolas n'atteignit pas ses yeux. Donc, tu admets que tu l'as pris? Non, protesta Chloé. Je n'ai rien volé. Monique apparut derrière lui, son expression illisible. Ce stylo vaut plus que ce que tu gagnes en 5 ans, dit-elle calmement. Pourquoi était-il dans ta chambre? Les mains de Chloé tremblaient. Je le jure, madame. Je n'ai pas. Monique leva la main, la réduisant au silence. Assez, dit-elle. J'ai déjà toléré trop de sentimentalisme. Elle se tourna vers les gardes. Escortez-la dehors. Chloé se figea. Madame, s'il vous plaît. Dehors. Répéta Monique. Le monde de Chloé se rétrécit en un point aigu, insupportable. Pierre, le chef de la sécurité, se tenait près des escaliers, observant silencieusement. Leurs yeux se rencontrèrent un bref instant. Chloé y vit un conflit. Du regret, mais il ne fit rien. On lui donna 10 minutes pour faire ses bagages, 10 minutes pour effacer des années. Alors que Chloé franchissait le portail de la maison de campagne ce soir-là avec un petit sac à la main, la pluie recommença à tomber, douce au début, puis plus lourde. Elle regarda en arrière une fois. La maison se dressait haute et lumineuse, indifférente à son départ. À l'intérieur, les plans continuaient. À des kilomètres de là, dans une chambre médicale calme, Stéphane écoutait les rapports via une ligne sécurisée. Votre tante a commencé à restructurer le domaine, dit le docteur Samuel Adabio avec précaution. Nicolas est ambitieux. Stéphane ferma les yeux. Et Chloé? Demanda-t-il doucement. Il y eut une pause. Elle a été renvoyée, dit le docteur. Accusée de vol. La mâchoire de Stéphane se serra. Pour la première fois depuis son réveil, la colère traversa son calme. Dehors, la pluie trempait le village. Et quelque part dans une rue sombre, Chloé marchait seule, ne portant rien d'autre que la vérité, sa dignité et une loyauté qui lui avaient tout coûté. Chloé ne savait pas où aller. La Normandie la nuit pouvait être froide et implacable. Les phares des voitures coupaient la pluie comme des couteaux. Les gens couraient pour s'abriter, mais Chloé marchait lentement, le poids de son petit sac pressant sur son épaule comme une accusation. Elle avait été jetée hors du seul endroit qui lui avait donné une stabilité. Pas de la gentillesse, pas de la sécurité, mais de la stabilité. Maintenant, même cela avait disparu. Elle s'arrêta sous l'auvent précaire d'un kiosque, trempée, et essaya de respirer. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. En partie l'humiliation, en partie le chagrin, en partie l'incrédulité. Elle murmura pour elle-même, ce n'était pas à moi. Les mots s'évanouirent dans le bruit de la pluie. Un bus passa, éclaboussant d'eau boueuse sa jupe. Chloé tressaillit, mais ne réagit pas. Elle le sentit à peine. Que étaient des vêtements mouillés comparés au sentiment d'être effacés? Elle pensa à Manon, sa jeune sœur. En Bretagne, la voix de Manon avait toujours été douce, pleine d'espoir, le genre de voix qui donnait à Chloé l'envie de continuer à vivre même quand la vie ressemblait à une punition. S'il te plaît, Chloé, avait dit Manon il y a des années, toussant faiblement.
Ne laisse pas le monde te rendre dur. Chloé déglutit, combattant les larmes. Je ne l'ai pas fait, murmura-t-elle. J'essaie. Mais ce soir, elle sentait quelque chose de dangereux s'insinuer dans son cœur. Pas de la haine, une question silencieuse. Pourquoi la bonté est-elle toujours punie en premier? Elle ira jusqu'à ce que les lumières de la ville s'amenuisent, laissant place aux lampadaires tamisés et aux routes vides. Ses chaussures étaient trempées. Ses doigts étaient engourdis. Son estomac se tordait de faim. Mais elle le remarqua à peine car il n'y avait qu'un seul endroit vers lequel son corps semblait l'attirer. Le cimetière. Elle ne l'avait pas planifié. Ses pieds s'en souvenaient simplement. Lorsqu'elle arriva, les grilles étaient entr'ouvertes et la loge du gardien semblait vide. La pluie avait ralenti pour devenir une bruine régulière, assez lourde pour garder le monde flou, assez légère pour la laisser respirer. La tombe de Stéphane se trouvait là où elle était la veille. Terre fraîche, sombre et gonflée, fleurs encore vives contre le gris. Chloé tomba à nouveau à genoux comme si son corps ne connaissait aucune autre posture devant ce nom. L'air sentait la terre mouillée et les pétales mourants. Elle pressa sa paume contre le sol et pleura. Pas fort, pas pour que quiconque l'entende. Le genre de pleurs qui ressemble à quelque chose qui se brise silencieusement en vous. Je suis désolée, murmura-t-elle à travers ses larmes. Je suis tellement désolée. Elle ne savait même pas pourquoi elle s'excusait, d'être pauvre, d'être impuissante, d'être vivante dans un monde qui la traitait comme de la poussière jetable. La pierre tombale la regardait avec une certitude froide. Stéphane, fils bien-aimé, leader, héritage. Chloé rit une fois. Un rire petit, amer, blessé. Bien-aimé, dit-elle d'une voix tremblante. Ils aimaient votre argent, monsieur. C'est ce qu'ils aimaient. Ses larmes tombèrent à nouveau. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici, admit-elle, la voix vacillante. Je ne devrais pas l'être. Je devrais être en colère. Je devrais les haïr. Je devrais. Sa gorge se serra. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas faire semblant que vous n'étiez qu'un autre homme riche. Elle se pencha jusqu'à ce que son front touche le sol. Vous étiez le seul à avoir jamais demandé mon nom, murmura-t-elle. Le seul à avoir jamais dit merci. Ses épaules tremblèrent. Ce jour avec le vase. Je m'en souviens encore. J'avais tellement honte. Je voulais disparaître. Et vous? Vous n'avez même pas élevé la voix. Vous avez juste dit la vérité, comme si je comptais. La pluie tambourinait doucement sur les feuilles au-dessus d'elle. La voix de Chloé baissa, devenant intime, comme si elle croyait vraiment qu'il pouvait l'entendre. Je ne l'ai jamais dit parce que ce n'était pas ma place, continua-t-elle. Mais j'ai prié pour vous, monsieur. J'ai prié pour que Dieu vous protège des gens autour de vous. Elle déglutit difficilement. Et maintenant vous êtes parti, et je suis. Je suis dehors comme un animal. Un sanglot se libéra. Ils m'ont accusé d'avoir volé votre stylo, dit-elle en secouant la tête. Votre stylo? Comme si j'allais prendre quelque chose qui vous appartenait. Comme si j'allais souiller votre mémoire avec ça. Ses mains se serrèrent dans la boue. Je ne l'ai pas pris. Je jure que je ne l'ai pas fait. Elle leva les yeux vers la pierre tombale, les yeux gonflés, le visage mouillé. Je ne sais pas si quelqu'un vous aimait pour de vrai, dit-elle, la voix se brisant. Mais moi, oui. Pas comme eux. Pas pour votre argent. Pas pour votre nom. Sa respiration tremblait. Je vous aimais parce que vous étiez humain quand vous n'aviez pas à l'être. Le silence suivit sa confession. Un silence long et lourd. Et puis Chloé murmura autre chose, plus doucement, presque honteuse. Je ne sais même pas si une femme de ménage a le droit d'aimer un homme comme vous. Elle essuya son visage avec des mains tremblantes. Mais je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne pouvais pas empêcher mon cœur de se sentir en sécurité quand vous étiez prêt. Elle regarda à nouveau le sol, honteuse de s'être autant exposée. Maintenant je n'ai rien, dit-elle. Et c'est stupide, mais perdre le travail n'a pas fait aussi mal que de vous perdre vous. Elle pressa ses doigts dans la terre comme si elle pouvait l'atteindre. Si vous étiez ici, murmura-t-elle, vous sauriez que je n'ai pas volé. Vous m'auriez regardé et auriez vu la vérité. Sa voix devint colérique pour la première fois.
Pas contre Monique, pas contre Nicolas, mais contre le destin lui-même. Pourquoi êtes-vous mort, monsieur? Exigea-t-elle doucement. Pourquoi Dieu a-t-il pris la seule personne qui... Sa gorge s'effondra à nouveau dans les sanglots. Elle ne remarqua pas le mouvement au début. Une Citroën 2CV noire s'était arrêtée à l'extérieur du portail du cimetière. Ses phares restaient éteints. Une silhouette se tenait sous un parapluie, observant à distance. Chloé ne le vit pas. Elle était trop plongée dans le chagrin. Mais la silhouette voyait tout. La façon dont elle tenait la terre comme si elle pouvait se dissoudre. La façon dont ses larmes tombaient sans performance. La façon dont sa voix se brisait sur le mot sécurité. Sous ce parapluie, le visage de l'homme était partiellement caché par l'ombre, mais ses yeux étaient inimitables. Stéphane vivant, observant. Son cœur battait d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis le jour de l'accident mis en scène. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas la douleur. C'était le choc soudain et aigu de la vérité, car il avait attendu beaucoup de choses. Il s'était attendu à des larmes de crocodile. Il s'était attendu à de fausses prières. Il s'était attendu à de l'amertume de la part de ceux qui l'avaient protégé. Mais il ne s'était pas attendu à cela. Une femme de ménage agenouillée sous la pluie confessant son amour à une tombe qu'elle croyait contenir son corps. Pas de caméra, pas de public, seulement une dévotion brute. Les doigts de Stéphane se resserrèrent autour de la poignée du parapluie. À côté de lui, le docteur Samuel Adabio chuchota, « Nous devrions partir. Ce n'est pas sûr pour vous d'être ici. » Stéphane ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur Chloé. « C'est la seule. » murmura Stéphane, la voix serrée. « La seule à pleurer comme ça. » Le docteur hésita. « Monsieur. » Stéphane déglutit, l'émotion montant de façon inattendue dans sa gorge. Il avait bâti un empire. Il avait commandé des salles pleines d'hommes puissants, mais cette petite femme sous la pluie était en train de le défaire. Les épaules de Chloé tremblèrent à nouveau alors qu'elle murmurait ces derniers mots à la tombe. « Si le paradis est réel, dit-elle doucement. Alors reposez-vous, monsieur. Reposez en paix. Et pardonnez-moi de vous avoir aimé trop tard. » La poitrine de Stéphane se serra. Il fit un pas en avant, Justin, puis s'arrêta. Car si elle le voyait maintenant, tout se briserait trop tôt. Le plan, l'épreuve, le règlement de compte qu'il préparait. Et pourtant, il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait de voir. Il se tourna légèrement, la voix basse, contrôlée, dangereuse. « Monique paiera pour ça, dit-il. Nicolas aussi. » Le docteur Samuel déglutit. « Que voulez-vous faire pour Chloé ?» Stéphane regarda la femme toujours agenouillée, toujours en pleurs, toujours ignorante. « Découvrez où elle dort ce soir, » dit Stéphane calmement. « Elle ne devrait pas être à la rue. » La pluie continuait de tomber. Et Chloé, croyant être seule, s'accrochait à la seule chose qui lui restait, sa vérité. Chloé ne savait pas qu'elle était observée. Après que la pluie se fut apaisée en une fine brume, elle se leva lentement du sol, les genoux douloureux, les vêtements lourds d'eau et de chagrin. Elle inclina la tête une fois de plus vers la tombe, murmurant une dernière prière, puis se détourna. La nuit avala ses pas alors qu'elle repassait les grilles du cimetière, ignorant que sa vie avait déjà commencé à changer de direction. Elle dormit cette nuit-là dans un abri précaire près de la gare routière, recroquevillée sur un mince tapis parmi des inconnus. L'air sentait la sueur et le béton humide. Chaque bruit la réveillait en sursaut. Pourtant, même dans l'épuisement, ses rêves étaient remplis de la voix calme de Stéphane, demandant son nom, la remerciant pour son travail. Elle se réveilla avant l'aube avec des larmes séchant sur ses joues. De l'autre côté de la ville, dans un établissement privé discret caché derrière de hauts murs et des portails non marqués, Stéphane s'assit dans son lit, son corps guérissant encore, son esprit douloureusement alerte. Le docteur Samuel Adabio se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Vous ne devriez pas être dehors, dit-il à nouveau, plus doucement maintenant. Pas encore. Vos côtes sont encore fragiles. » Stéphane hocha la tête mais ne détourna pas le regard de l'obscurité au-delà de la vitre. « Je sais. » Le silence s'étira entre eux. « Ce que vous avez vu ce soir, » continua le docteur avec prudence, « ne faisait pas partie du plan. » Stéphane tourna enfin la tête. «
Non, dit-il. Ce n'en était pas. Il ferma les yeux, rejouant l'image qu'il ne pouvait effacer. La façon dont Chloé s'était agenouillée sous la pluie, la façon dont ses mains avaient creusé le sol, comme si la terre elle-même pouvait répondre à sa douleur. Le son de sa voix dépouillé de toute prudence. J'ai construit ce plan pour exposer l'avidité, dit Stéphane lentement. Pour séparer la loyauté de la performance. Il rouvrit les yeux, plus vifs maintenant. Mais je ne m'attendais pas à trouver de l'amour enfoui dedans. Le docteur Adabio ne dit rien. Vous pensez que je suis un idiot? Poursuivit Stéphane. Un homme riche ému par les larmes d'une pauvre fille. Non, répondit le docteur honnêtement. Je pense que vous avez enfin vu quelque chose de vrai. Stéphane expira un souffle court et contrôlé. Elle a été jetée comme une ordure. Oui. Pour un mensonge. Oui. La main de Stéphane se serra en un poing. La douleur traversa ses côtes, mais il l'accueillit. Elle l'ancrait. Ils ont franchi une ligne, dit-il calmement. Le docteur Adabio hocha la tête. Alors nous procédons avec prudence. L'émotion ne peut pas précipiter cela. Stéphane croisa son regard. L'émotion ne l'a pas précipité. Elle l'a révélé. Plus tard ce matin-là, Pierre reçut un appel sur une ligne sécurisée. La voix à l'autre bout était calme, inconfondable. Monsieur, dit Pierre en se redressant instantanément. Je veux un rapport, dit Stéphane. Pas sur le domaine. Sur Chloé. Pierre hésita. Elle a été renvoyée tard hier soir. J'ai essayé d'intervenir. Je sais, dit Stéphane. Où est-elle maintenant? Pierre donna l'emplacement de l'abri. Il y eut une pause. Elle n'a pas volé, ajouta Pierre doucement. Je mettrai mon nom en jeu là-dessus. La voix de Stéphane s'adoucit légèrement. Je vous crois. Lorsque l'appel se termina, Pierre s'assit lourdement, le cœur battant. Pour la première fois depuis les funérailles, l'espoir vacilla. Pendant ce temps, de retour à la maison de campagne, Monique se tenait dans le bureau de Stéphane, passant ses doigts sur le bureau poli. C'est fait, dit Nicolas, appuyé contre l'encadrement de la porte. La fille est partie. Monique hocha la tête. Bien. Elle en savait trop. Elle ne savait rien, ricana Nicolas. Monique se tourna brusquement. Ce qui est exactement pourquoi elle était dangereuse. Nicolas haussa un sourcil. Tu penses que Stéphane confiait des secrets à une bonne? Le regard de Monique se durcit. Stéphane faisait confiance aux gens en fonction de leur caractère. C'était sa faiblesse. Elle prit un dossier et en feuilleta le contenu. Et les gens comme elles sont loyaux de manière inconvenante. Nicolas rit légèrement. Elle est insignifiante. Monique ferma le dossier d'un coup sec. Personne n'est insignifiant, seulement écarté. Il ne savait pas que chaque mouvement qu'il faisait était silencieusement documenté. Que chaque coup de fil, chaque signature, chaque virement ajoutait du poids à un dossier qui allait un jour les écraser. Cet après-midi-là, Chloé faisait la queue dans une boulangerie, serrant le reste de son argent. Elle commanda un bœuf bourguignon à emporter et mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si cela pouvait être sa dernière avant un moment. La faim lui avait appris la patience. Alors qu'elle retournait dans la rue, une Citroën 2CV noire s'arrêta à sa hauteur. La vitre descendit à moitié. Chloé se figea. Un homme en vêtements civils se pencha légèrement vers elle. « Mademoiselle Chloé ?» Son cœur bondit. « Oui. » « Je travaille pour une société de sécurité privée, dit-il calmement. On nous a demandé de veiller à ce que vous soyez en sécurité. Son instinct hurla, danger. Par qui? Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Par quelqu'un qui vous doit la vérité. Chloé secoua la tête, reculant. Je ne veux pas d'ennui. L'homme leva les mains doucement. Vous n'avez pas d'ennui et personne ne vous forcera. Mais s'il vous plaît, quelqu'un s'inquiète pour vous. Inquiet? Le mot semblait étranger. Chloé étudia son visage. Il ne ressemblait pas aux hommes qui l'avaient accusé. Il avait l'air respectueux. Où m'emmèneriez-vous? Demanda-t-elle doucement. Dans un endroit où vous pourrez vous reposer, répondit-il. Et où votre nom est propre?
Sa gorge se serra. Mon nom n'a jamais été sale. Je sais, dit-il simplement. Après un long moment, Chloé hocha la tête une fois. La voiture traversa des rues qu'elle ne reconnaissait pas, puis franchit des portails qui s'ouvrirent silencieusement. La maison où ils arrivèrent était modeste comparée à la demeure des Belogans, c'était un gîte chaleureux, calme et sûr. À l'intérieur, on donna à Chloé des vêtements secs, de la nourriture et une chambre avec un vrai lit. Pas de questions, pas d'accusations. Alors qu'elle s'asseyait au bord du lit, submergée, elle murmura « Merci ». « De rien », dit l'homme. « Quelqu'un parlera avec vous bientôt. » Quand il partit, Chloé s'allongea et fixa le plafond, le cœur battant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais pour la première fois depuis son renvoi, elle se sentait protégée. Cette nuit-là, Stéphane se tenait devant un miroir, examinant les faibles cicatrices qui allaient bientôt s'estomper. Il ajusta sa posture, testant sa force. « Pas encore », avertit le docteur Adabio. « Une autre semaine. » Stéphane hocha la tête. « Je peux attendre. » Il pensa à Chloé dormant dans un lit propre, ignorant à quel point elle était proche de la tempête qui se préparait autour d'elle. « Cela ne change rien, dit Stéphane calmement. Et tout. » Il s'assit au bureau et commença à écrire. Des noms, des dates, des décisions. Il ne s'agit plus seulement d'exposer l'avidité, murmura-t-il. Il s'agit de rétablir la justice. Dehors, la ville avançait, ignorante du règlement de compte qui se formait sous son bruit. Et Chloé, enfin endormie sans peur, rêvait d'une tombe qui ne semblait plus si définitive. Le matin arriva doucement au gîte. Mais à l'intérieur de Chloé, rien ne semblait calme. Elle se réveilla lentement, confuse par la douceur sous son corps. Pendant une brève seconde, elle crut qu'elle rêvait encore jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la pluie, du cimetière, de la Citroën 2CV noire et de la gentillesse inconnue qui avait suivi sa nuit la plus sombre. Elle s'assit, le cœur battant. La chambre était simple mais propre. Des rideaux pâles filtraient une lumière chaude. Une petite table se trouvait près de la fenêtre avec un verre d'eau et des vêtements soigneusement pliés. Pas de verrou à la porte, pas de garde la surveillant. Pour quelqu'un qui avait vécu sous surveillance constante, la liberté semblait déroutante. Elle murmura « Où suis-je » On frappa doucement à la porte. « Chloé » demanda une voix de femme doucement. « Le petit déjeuner est prêt. » Chloé hésita, puis se leva. Elle ouvrit la porte pour trouver une femme d'âge moyen aux yeux gentils et au sourire calme. « Je m'appelle Sandrine » dit la femme. « Tu es en sécurité ici. » En sécurité ? Les mots s'installèrent lentement comme la poussière après une tempête. À la table à manger, Chloé mangea silencieusement. Personne ne la pressa. Personne ne corrigea sa façon de tenir sa cuillère. Personne n'aboya d'ordre. La gentillesse semblait presque douloureuse, comme toucher un bleu. « Qui m'a amené ici ?» demanda finalement Chloé. Sandrine marqua une pause. « Quelqu'un qui connaît la vérité sur toi. » Les doigts de Chloé se resserrèrent autour de sa tasse. « Je n'ai rien volé. »« Je sais », répondit Sandrine doucement. « Tout le monde ici le sait. » Les larmes brûlèrent les yeux de Chloé, mais elle les refoula. Elle était fatiguée de pleurer. Pendant que Chloé essayait de comprendre sa nouvelle réalité, la maison de campagne des Belogans se transformait en quelque chose de méconnaissable. Monique se tenait en bout de la longue table, des documents étalés devant elle comme une carte de champ de bataille. Sa posture était rigide, son expression tranchante. Avec effet immédiat, annonça-t-elle, toutes les dépenses discrétionnaires sont gelées. Les contrats du personnel seront revus. Nicolas hocha la tête avec empressement. Nous devrions aussi envisager de vendre certains actifs à l'étranger. Liquidité d'abord. Monique lui jeta un coup d'œil. Prudence. Nous ne voulons pas paraître désespérés. Nicolas eut un sourire narquois. Juste préparé. Autour d'eux, les avocats et conseillers murmuraient leur approbation. Des plans superposés à d'autres plans. Les chiffres remplaçaient les noms. Stéphane était devenu un souvenir et une ressource. Personne ne parlait plus de chagrin. Plus tard ce jour-là, Monique renvoya le personnel de maison restant, réduisant l'équipe de moitié. L'efficacité, appelait-elle cela. La peur se répandit silencieusement parmi ceux qui restaient.
Pierre observait tout en silence. Sa loyauté envers Stéphane n'avait pas faibli, mais elle était devenue dangereuse. Ce soir-là, alors qu'il patrouillait les terrains extérieurs, son téléphone vibra. Un seul message. Continuez d'observer. N'intervenez pas encore. Pierre expira lentement. Oui, monsieur, murmura-t-il. De l'autre côté de la région, Stéphane regardait les images de sécurité sur une tablette, la mâchoire serrée. Il avait accès à tout maintenant, email, relevé bancaire, caméra cachée dont Monique ignorait l'existence. Elle va trop vite, dit le docteur Samuel Adabio derrière lui. Elle pense que la vitesse égale le contrôle, répondit Stéphane. Ce n'est pas le cas. Il mit la vidéo en pause sur une image de Nicolas riant pendant une réunion. L'avidité se révèle toujours, dit Stéphane calmement. Il suffit de la laisser parler. Cette nuit-là, Chloé était assise au bord du lit, fixant ses mains. On frappa de nouveau, cette fois plus fermement. Un homme entra dans la chambre, grand, posé, habillé simplement. « Bonsoir, Chloé, dit-il. Je m'appelle Daniel. » Quelque chose chez lui la fit se redresser instinctivement. « Je suis ici pour vous poser quelques questions, continua-t-il. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. » Chloé hocha la tête avec précaution. « Est-ce que Stéphane vous a déjà donné quelque chose ?» demanda Daniel. Elle secoua la tête. Non, il ne donnait même pas beaucoup d'ordres. Il remarquait juste les choses. Vous a-t-il déjà demandé de garder des secrets? Non. Daniel l'étudia attentivement. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a défendu ce jour-là avec le vase? Chloé réfléchit un instant. Parce que la vérité comptait pour lui. Les lèvres de Daniel s'incurvèrent légèrement. Oui, c'était le cas. Il ferma son carnet. Une dernière question, dit-il doucement. Si Stéphane était vivant, que voudriez-vous lui dire? La pièce sembla soudain plus petite. La voix de Chloé trembla. Je lui dirai merci, et je lui dirai que je n'avais pas besoin de son argent. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas invisible. Daniel hocha la tête une fois. C'est tout, dit-il. Vous serez en sécurité ici. Quelqu'un vous contactera bientôt. Après son départ, Chloé pressa sa main sur sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. Vivant. Le mot résonna dans son esprit. Elle secoua la tête. Non, c'était impossible. Pendant ce temps, à la maison de campagne, Monique se tenait seule dans le bureau de Stéphane tard dans la nuit. Elle ouvrit un tiroir verrouillé en utilisant une clé qu'elle avait trouvée cachée derrière un cadre. À l'intérieur se trouvaient des dossiers étiquetés avec des dates. Elle fronça les sourcils en les feuilletant. Pourquoi garderait-il tout ça? Marmonna-t-elle. Elle ne réalisait pas que les fichiers étaient des copies, des appâts. Les originaux étaient déjà en possession de Stéphane. Au loin, Stéphane regardait le flux en direct alors que Monique fouillait le tiroir. « Attention, murmura-t-il. Tu marches exactement là où je veux. » Le docteur Adabio jeta un coup d'œil à lui. « Et Chloé ?» Le regard de Stéphane s'adoucit brièvement. « Elle reste protégée quoi qu'il arrive. » Cette même nuit, Chloé rêva encore. Cette fois, Stéphane n'était pas silencieux. Il se tenait sous un arbre, la regardant avec cette même expression calme et dit son nom clairement. Chloé. Elle se réveilla le cœur battant. Derrière sa fenêtre, l'aube s'infiltrait lentement, apportant avec elle la certitude tranquille que la vérité, peu importe à quel point elle était enfouie, était déjà en train de remonter. L'accusation ne s'arrêta pas la nuit où Chloé fut forcée de quitter la maison des Belogans. Elle la suivit. Au matin, elle avait une voix. Monique s'assura qu'elle en ait une. La nouvelle voyagea doucement d'abord par des appels téléphoniques. Des murmures parmi le personnel, des mots soigneusement choisis passaient à des gens qui savaient comment les répéter plus fort. Au moment où Chloé finissait son petit déjeuner au gîte, son nom avait déjà commencé à changer de forme dans la bouche des autres. Elle a volé le défunt Monsieur Belogan. Imaginez, après tout ça. Ces pauvres gens sont toujours les mêmes. Chloé ne savait rien de tout cela encore. Elle était assise dans le petit salon, fixant une télévision qu'elle n'avait pas allumée. Ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux, son esprit agité.
Le calme autour d'elle semblait temporaire, comme du temps emprunté. Lorsque l'on frappa à la porte, elle tressaillit. Cette fois, ce n'était pas doux. Sandrine ouvrit la porte, son expression se durcissant alors qu'elle s'écartait. Deux hommes entrèrent. L'un portait un uniforme soigneusement repassé. L'autre portait un dossier. « Chloé ?» demanda l'homme en uniforme. « Oui. » répondit Chloé, la voix stable malgré la peur qui serrait sa poitrine. « Je suis le commandant Laurent, dit-il. Nous devons vous poser quelques questions concernant une plainte déposée contre vous. » Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Elle n'a rien fait de mal. Cela sera déterminé, répondit le policier poliment. Chloé se leva. Quelle plainte? L'homme avec le dossier l'ouvrit et en sortit une photographie. Le stylo en or de Stéphane. Son cœur s'effondra. Vous êtes accusé d'avoir volé une propriété appartenant au défunt Stéphane Belogan, dit le commandant Laurent d'un ton égal. Un témoin affirme que l'objet a été trouvé parmi vos affaires. Chloé secoua la tête lentement. Ce n'est pas vrai. Vous niez la possession? Demanda l'officier. Je nie le vol, dit-elle. Je ne l'ai pas pris. Quelqu'un l'a planté là. Le deuxième homme griffonna des notes. Madame Monique Belogan a demandé un interrogatoire formel. Le commandant continua, vous allez devoir venir avec nous. Chloé regarda Sandrine, la peur vacillant pour la première fois. S'il vous plaît, je n'ai pas fait ça. Sandrine hésita, puis fit un pas en avant. Elle coopéra, mais ce n'est pas une criminelle. Le commandant Laurent hocha la tête. Alors cela sera résolu rapidement. Alors que Chloé était escortée dehors, un véhicule noir attendait au bord du trottoir. Pendant un bref instant, le souvenir d'une autre voiture noire, celle qui lui avait apporté la sécurité, traversa son esprit. Celle-ci semblait différente. À la gendarmerie, l'air était épais de chaleur et d'impatience. Chloé fut assise sur un banc dur pendant que les officiers entraient et sortaient, la regardant avec divers degrés de curiosité et de jugement. L'un chuchota à l'autre, pas assez doucement, encore une bonne qui pense qu'elle peut toucher à ce qui ne lui appartient pas. Chloé ferma les yeux. Elle se rappela la vérité. La vérité était tout ce qu'elle avait. Des heures passèrent. Finalement, le commandant Laurent revint, son expression illisible. Nous avons contacté la succession Belogan, dit-il. Ils insistent pour porter plainte. Le souffle de Chloé se coupa. Sur quelle preuve? Le stylo? Il répondit. Et un témoignage. Le témoignage de qui? Demanda-t-elle. Il hésita. Monsieur Nicolas Belogan. Le nom atterrit comme une gifle. Il a menti, dit Chloé fermement. Il sait qu'il a menti. Le commandant Laurent l'étudia. Avez-vous quelqu'un qui peut se porter garant pour vous? Chloé pensa au personnel de la maison, leurs yeux effrayés, leur silence. Non, dit-elle doucement. À cet instant précis, dans un bureau privé à des kilomètres de là, Stéphane regardait l'interrogatoire via un flux sécurisé, la mâchoire serrée. Assez, dit-il. Le docteur Samuel Adabio jeta un coup d'œil à lui. Il est temps. Pas de me révéler, répondit Stéphane, mais d'intervenir. Il prit son téléphone et composa un numéro. Procédez, dit-il simplement. De retour à la gendarmerie, le téléphone du commandant Laurent vibra. Il regarda l'écran, puis Chloé. Excusez-moi, dit-il en s'écartant. Quelques minutes plus tard, il revint, son attitude changée. Mademoiselle Chloé, dit-il avec précaution. Vous êtes libre de partir. Chloé cligna des yeux. Quoi? La plainte a été retirée, continua-t-il. Avec effet immédiat. Son cœur battait la chamade. Par qui? Il marqua une pause. Par le représentant légal de la succession. Chloé se leva lentement, l'incrédulité l'envahissant. Dehors, la lumière du soleil semblait aveuglante. Sandrine attendait. Elle enveloppa Chloé dans une étreinte serrée desquelles la vit. Tu es en sécurité, murmura-t-elle. Je te l'avais dit. Les jambes de Chloé tremblaient. Quelqu'un me protège, murmura-t-elle. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un le fait.
Ce soir-là, Monique claqua son téléphone sur la table. Qui a retiré la plainte? Exigea-t-elle. Nicolas fronça les sourcils. Je ne sais pas. L'avocat a dit que cela venait de l'intérieur de la succession. Les yeux de Monique se plissèrent. C'est impossible. Je contrôle la succession. Nicolas bougea inconfortablement. Peut-être que Stéphane a laissé plus de garde-fous que nous le pensions. La voix de Monique baissa dangereusement. Stéphane est mort. Nicolas ne répondit pas. Dans une chambre calme, Stéphane enleva le bandage de sa main, fléchissant ses doigts. Elle est plus forte que je ne le pensais, dit le docteur Adabio. Elle ne devrait pas avoir à l'être, répondit Stéphane. Il fixait l'écran montrant Chloé rentrant au gîte, le visage pâle mais intact. Ils ont essayé de l'écraser avec la honte, dit-il, et ils ont échoué. Le docteur Adabio croisa les bras, mais maintenant les yeux de Stéphane se durcirent. Maintenant, il s'expose davantage, et elle reste protégée. Cette nuit-là, Chloé s'assit seule dans sa chambre, fixant le mur. Quelqu'un était intervenu, quelqu'un d'assez puissant pour arrêter l'accusation d'un simple appel. Ses pensées encerclèrent une idée impossible et la repoussèrent à nouveau. Non, murmura-t-elle. Il est parti. Mais quelque part au fond d'elle, un fil fragile de doute demeurait. Et loin au-dessus de la ville, dans le silence et l'ombre, l'homme que le monde croyait mort préparait le prochain coup. La vie après la gendarmerie semblait irréelle à Chloé, comme si elle était entrée dans une poche de temps silencieuse que le reste du monde ne pouvait pas voir. Les jours passèrent au gîte sans incident. Pas de cris, pas d'accusation, pas d'ordre soudain aboyé à travers une pièce. Elle se réveillait quand son corps était prêt. Elle mangeait sans se presser. Elle dormait sans écouter les pas dans le couloir. Et pourtant, la paix ne venait pas facilement, car la sécurité, quand on n'y est pas habitué, semble suspecte. Chloé passait de longues heures assise près de la fenêtre à regarder la rue en bas. Les enfants rentraient de l'école. Les commerçants discutaient joyeusement. La vie continuait, insouciante et bruyante, comme si rien en elle n'avait été ébranlé. Mais à l'intérieur, ses pensées ne se reposaient jamais, quelqu'un était intervenu. Quelqu'un de puissant, quelqu'un qui connaissait son nom. Elle rejouait le moment à la gendarmerie encore et encore dans son esprit. Le changement soudain de ton de l'officier, la façon dont l'accusation s'était évanouie sans explication. Ce genre de pouvoir ne venait pas de la gentillesse seule. Il venait de l'influence. La nuit, les souvenirs s'insinuaient. Elle rêvait de la maison de campagne, non pas comme elle était à la fin, froide et hostile, mais comme elle avait été dans des moments plus calmes. L'écho de ses pas dans les halls, l'odeur de la cire et du savon. Stéphane debout près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Dans ses rêves, il se tournait vers elle et parlait. Mais elle n'entendait jamais les mots. Elle se réveillait à chaque fois le cœur battant, la poitrine douloureuse avec quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. De l'autre côté de la région, la réalité se délitait à l'intérieur de la succession Belogan. Monique était assise avec ses avocats, l'irritation perçant dans sa voix. Je veux savoir qui a autorisé le retrait de cette plainte. L'un des avocats ajusta ses lunettes. Cela provenait d'un intérêt de contrôle lié aux directives privées de M. Belogan. Monique se raidit. Ce n'est pas possible. Stéphane n'a jamais. Il l'a fait, interrompit l'avocat avec précaution. Il y a des garde-fous, des permissions automatisées, des déclencheurs. Nicolas bougea sur son siège. Des déclencheurs pourquoi? L'avocat hésita. Pour mauvaise conduite? Pour des déviations de certaines limites éthiques? Le visage de Monique se durcit. Êtes-vous en train de me dire que mon neveu a conçu un système pour surveiller sa propre famille? L'avocat ne répondit pas directement. Je vous dis, dit-il lentement, que Stéphane n'était pas un homme qui faisait confiance facilement. Nicolas força un rire. Il est mort. Les yeux de l'avocat se posèrent sur lui. Oui, mais ces systèmes sont bien vivants. Cette nuit-là, Monique se tenait seule dans le bureau, entourée du bourdonnement silencieux de la maison. Elle se versa un verre qu'elle goûta à peine. Quelque chose n'allait pas. Pas à la manière des fantômes ou de la superstition, mais à la manière du contrôle glissant entre ses doigts. Et Monique ne détestait rien de plus que de perdre le contrôle. Pendant ce temps,
Chloé reçut son premier visiteur inattendu. Daniel, l'homme qui l'avait interrogé quelques jours plus tôt, revint en début d'après-midi. Il portait un dossier cette fois, son expression pensive. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Chloé haussa légèrement les épaules. Reconnaissante, confuse. « C'est compréhensible, dit-il en prenant place en face d'elle. J'aimerais vous parler de votre avenir. Son pouce accéléra. Je ne veux pas d'ennui. Daniel sourit faiblement. Nous non plus. Il fit glisser le dossier vers elle. À l'intérieur se trouvait une offre. Pas de charité, pas de compensation, un travail, un poste dans une petite entreprise de logistique. Soutien administratif, formation fournie, salaire équitable, aide au logement incluse. Chloé fixa le papier, les mains tremblantes. Pourquoi ? demanda-t-elle doucement. Pourquoi m'aider comme ça ? Daniel croisa son regard. Parce que vous avez été lésé et parce que quelqu'un croit que vous méritez plus que la survie. Elle déglutit. Qui ? Daniel marqua une pause, puis répondit honnêtement. Je ne peux pas vous le dire. Pas encore. Chloé hocha la tête lentement. Elle avait appris à ne pas insister. Je travaillerai dur, dit-elle. Je le fais toujours. Je sais, répondit Daniel. Après son départ, Chloé s'assit seule avec le dossier sur ses genoux. Pour la première fois depuis son arrivée en Normandie, l'avenir ne ressemblait pas à un mur. Il ressemblait à une porte entr'ouverte. Ailleurs, Stéphane écoutait le rapport en silence. Elle a accepté l'offre d'emploi, dit le docteur Adabio. Pas de questions, pas de demande. Stéphane hocha la tête. Bien. Vous auriez pu faire plus, ajouta le docteur. Lui donner de l'argent, de la sécurité, du confort. Stéphane secoua la tête. Cela aurait tout dévalorisé. Elle n'a pas besoin d'être sauvée, continua-t-il. Elle a besoin de dignité. Le docteur Adabio l'étudia. Et vous, de quoi avez-vous besoin ? Stéphane ne répondit pas immédiatement. Il pensa à la pluie, à la tombe, à la façon dont la voix de Chloé s'était brisée quand elle avait dit qu'elle se sentait en sécurité près de lui. J'ai besoin que la vérité finisse ce qu'elle a commencé, dit finalement Stéphane. Au cours de la semaine suivante, Chloé commença son nouveau travail. Elle arrivait tôt, prenait des notes, posait des questions, faisait des erreurs et les corrigeait sans se plaindre. Ses superviseurs le remarquèrent, elle est calme, dit l'un d'eux, mais elle écoute. Chaque soir, Chloé retournait au gîte épuisée, mais fière. Cela faisait du bien de gagner quelque chose à nouveau, non pas parce qu'elle était désespérée, mais parce qu'elle était capable. Pourtant, même si sa vie se stabilisait lentement, le passé refusait de la lâcher complètement. Un soir, en triant de vieilles affaires dans sa petite chambre, Chloé trouva quelque chose qu'elle avait oublié. Elle avait gardé un morceau de papier plié. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était un reçu, vieux, délavé, du jour où Stéphane l'avait défendu pour le vase cassé. Elle l'avait ramassé par terre après coup sans savoir pourquoi. Une chose insignifiante, du moins le pensait-elle. Elle le fixait maintenant, la poitrine serrée. Pourquoi l'avait-elle gardé ? Pourquoi sa mémoire la suivait-elle encore de si près ? Elle aplanit le papier et murmura, « S'il vous plaît, laissez-moi avancer. » Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. De retour à la maison de campagne, Nicolas fit une erreur, une petite. Il signa un virement trop rapidement, supposant que personne ne regardait. L'alerte se déclencha immédiatement. À des kilomètres de là, l'écran de Stéphane s'illumina. « Le voilà », murmura-t-il. Le docteur Adabio se pencha plus près. « C'est assez pour avancer. » L'expression de Stéphane était calme, mais ses yeux étaient vifs. « Oui, dit-il. Il est temps. » Il ferma le dossier et se leva prudemment, testant son équilibre. « Leur monde est sur le point de changer, » ajouta-t-il doucement, ignorant que l'homme qu'elle pleurait se préparait à revenir. Chloé était allongée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement du village. Pour la première fois depuis des semaines, elle murmura quelque chose de nouveau. « Merci, qui que vous soyez. » Elle n'avait aucune idée que la réponse à sa prière était plus proche qu'elle ne l'imaginait. L'erreur commise par Nicolas était assez petite pour sembler inoffensive.
Une signature placée trop vite. Un virement approuvé sans double vérification. Un moment de confiance né de la croyance que l'homme qui avait conçu le système était mort. Mais Stéphane avait bâti son empire en comprenant une vérité simple, les gens se révèlent lorsqu'ils croient que personne ne regarde. À l'aube, Stéphane était assis dans une pièce sécurisée, le doux bourdonnement des serveurs remplissant le silence. Son visage était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des semaines, le tranchant de la retenue cédant enfin la place au but. Le docteur Samuel Adabio se tenait à côté de lui, tablette en main. Le virement confirme l'intention. Routage offshore, faux code d'autorisation. Stéphane hocha la tête. Nicolas n'a jamais été patient. Et Monique ? Demanda le docteur. Stéphane tapota l'écran. Elle est plus intelligente, mais l'avidité rend même les gens intelligents prévisibles. Sur l'écran, une chronologie se déroulait. Email, appel, approbation, délai. Chaque action soigneusement superposée, chaque motif exposé par sa propre urgence. Elle n'a pas seulement profité de mon absence, dit Stéphane doucement. Elle s'y est préparée. Alors laissons-la vivre avec cette croyance un peu plus longtemps, continua-t-il. Plus ils vont profond, plus la chute sera dure. De l'autre côté de la ville, Chloé entra dans son nouveau bureau portant un simple sac déjeuner et un carnet. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux tirés en arrière proprement. Personne là-bas ne connaissait son passé. Personne ne demandait. Elle aimait ça. Sa superviseure, une femme nommée Valérie, remarqua immédiatement la diligence de Chloé. « Vous êtes en avance tous les jours », remarqua Valérie pendant une pause. Chloé sourit doucement. « Je n'aime pas être en retard. » Valérie l'étudia. « Vous avez travaillé dans des maisons avant. »« Oui, madame. »« Ça se voit, dit-elle. »« Mais ici, vous n'avez pas besoin de disparaître. Vous avez le droit d'exister. » Les mots frappèrent Chloé plus fort qu'elle ne l'attendait. Elle hocha la tête, incapable de parler un instant. Ce soir-là, alors que Chloé retournait au gîte, elle remarqua quelque chose de différent. Un changement subtil dans l'air. Un sentiment d'anticipation qu'elle ne pouvait expliquer. Sandrine la rencontra à la porte, souriante. « Tu as un visiteur. » Le cœur de Chloé bondit. « Qui ? » « Un ami, » répondit Sandrine doucement. Dans le salon, Daniel attendait. Son expression était sérieuse, mais pas méchante. « Je ne resterai pas longtemps, dit-il. Je voulais juste voir comment vous vous installiez. »« Je suis reconnaissante, » répondit Chloé honnêtement. « Pour tout. » Il hocha la tête. « Bien. » Il y eut une pause. « Chloé, » dit-il avec précaution. « Avez-vous parlé à quelqu'un du cimetière ? De ce que vous avez dit sur la tombe ? » Son souffle se coupa. « Non. Pourquoi je ferais ça ?» Daniel étudia son visage. « Pas de raison. J'avais juste besoin de savoir. » Après son départ, Chloé s'assit seule, troublée. Comment pouvait-il savoir pour le cimetière ? Elle repoussa cette pensée. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle apprenait à vivre avec ça. De retour à la maison de campagne, la tension s'épaississait comme de la fumée. Monique faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone pressé contre son oreille. « Je veux que ces documents soient finalisés aujourd'hui. » Claqua-t-elle. Pas de délai. Nicolas flânait à proximité, feignant le calme. « Détends-toi. Tout est sous contrôle. » Monique s'arrêta brusquement. « Rien n'est sous contrôle. La plainte contre la fille a été retirée sans mon approbation. » Nicolas leva les yeux au ciel. « Tu t'inquiètes encore pour cette bonne. » Monique se tourna vers lui. Cette bonne connaissait Stéphane. Elle comptait pour lui. Nicolas ricana. « Tu lui donnes trop d'importance. » Monique s'approcha, baissant la voix. Stéphane ne corrigeait jamais les gens publiquement à moins qu'il ne s'en soucie. Cela aurait dû te dire quelque chose. Nicolas ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta, car pour la première fois, le doute vacilla sur son visage. Cette même nuit, Stéphane rencontra son équipe juridique dans un endroit privé. « Vous êtes certain ? » demanda l'un des avocats.
Une fois que vous vous révélez, il n'y a pas de retour en arrière. Le regard de Stéphane était stable. Je ne me révèle pas encore. Les avocats échangèrent des regards. Je veux que la réunion du conseil soit programmée, continua Stéphane. Urgence, présence obligatoire. Mais il croit que vous êtes mort, finit l'avocat. Oui. Ce qui rend la chose plus intéressante. Il fit glisser un dossier sur la table. Au moment où ils entreront dans cette salle, dit-il, ils seront déjà exposés. J'ai juste besoin qu'ils parlent. L'avocat hocha la tête lentement. Et Chloé? Stéphane n'hésita pas. Elle reste en dehors de ça. Ce n'est pas sa bataille. Mais elle est centrale au motif, fit remarquer l'avocat, l'accusation de vol. Les yeux de Stéphane se durcirent. Elle n'est pas une preuve. Elle n'est pas un levier. C'est un être humain. Le silence suivit, entendu. Pendant ce temps, Chloé était assise sur son lit cette nuit-là, écrivant dans un petit carnet qu'elle avait acheté avec sa première paie. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle écrivit sur sa sœur Manon, sur l'odeur de la pluie sur la terre. Sur combien il était étrange d'être traité avec respect. Et puis, sans le vouloir, elle écrivit son nom. Stéphane. Elle le fixa, son stylo en suspens. Tu me manques, murmura-t-elle, embarrassée, même si personne ne pouvait l'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Elle ferma le carnet rapidement comme si elle avait peur de sa propre honnêteté. Ailleurs, Stéphane se tenait devant un miroir à nouveau, son costume s'ajustant maintenant confortablement sur son corps en guérison. Il testa sa voix, basse et calme. Bonsoir, dit-il doucement. Merci à tous d'être venus. Il marqua une pause, imaginant la salle, le choc, le silence, la peur. Un faible sourire toucha ses lèvres. Ils ne seront pas prêts, dit le docteur Adabio. Non, répondit Stéphane. Ils ne le sont jamais. Le lendemain matin, les invitations furent envoyées. Réunion d'urgence du conseil, présence obligatoire concernant la succession Belogan. Monique lut le message 2 fois, son pouce accélérant. Qui a autorisé cela? Exigea-t-elle. Nicolas fronça les sourcils. Pas moi. La peur s'insinua silencieusement, se faufilant à travers l'arrogance qu'ils avaient portée comme une armure. Quelque chose bougeait, et il pouvait le sentir. À son bureau ce même matin, Chloé leva les yeux de son ordinateur alors qu'un malaise inconnu s'installait dans sa poitrine. Elle plaça une main sur son cœur, confuse. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait seulement que quelque chose longtemps retardé, approchait enfin. La salle du conseil de Belogan Holdings n'avait jamais semblé aussi tendue. Bien avant que la réunion ne soit programmée pour commencer, les cadres et directeurs arrivèrent en groupe mal à l'aise, chuchotant derrière des sourires prudents. Les murs en bois poli et les photographies encadrées de ports, de tours et d'inauguration semblaient les observer. Le visage de Stéphane apparaissait dans plusieurs de ces cadres, figé dans des moments confiants, d'un passé qui semblait maintenant dangereusement présent. Monique entra la dernière. Elle portait du noir, non plus pour le deuil, mais pour l'autorité. Ses pas étaient délibérés, son menton levé. Elle prit sa place en tête de table comme si elle lui avait toujours appartenu. Nicolas glissa sur une chaise à côté d'elle, se penchant en arrière, essayant d'avoir l'air détendu. Ses doigts le trahirent, tapotant contre la coudoir. C'est ridicule, murmura-t-il. Une réunion d'urgence sans ordre du jour. Monique ne répondit pas. Elle lisait la salle, comptant les visages, mesurant les loyautés. La porte se ferma. Le silence tomba comme un souffle retenu. À 9 heures précises, l'écran à l'avant de la salle s'illumina. Une voix d'homme remplit l'espace, calme, inconfondable et bien vivante. Bonjour, mesdames et messieurs. Chaque tête se tourna brusquement vers l'écran. La main de Monique se figea en plein ajustement de ses lunettes. Le sourire de Nicolas disparut. Le visage qui apparut n'était pas celui de Stéphane, du moins pas encore. C'était Daniel, debout dans un bureau faiblement éclairé. Je vous remercie tous d'être présents avec un si court préavis, continua Daniel. Ce que vous allez voir est une revue des activités de la succession menée depuis le décès de monsieur Stéphane Belogan. Un murmure parcourut la salle. Monique se pencha en avant.
Qui a autorisé cette présentation? Le regard de Daniel se tourna vers la caméra. Monsieur Belogan l'a fait. Les mots tombèrent lourdement. Nicolas ricana bruyamment. C'est impossible. Daniel ne réagit pas. Il appuya sur un bouton. L'écran se divisa en chronologie. Transaction, signature, approbation, chiffres défilaient, dates se mettaient en surbrillance. En tant que représentants intérimaires de la succession, dit Daniel d'un ton égal, certains individus ont reçu une autorité temporaire. Cette autorité venait avec des conditions. L'écran zooma sur un virement. Le virement de Nicolas. Son nom brillait en rouge. Nicolas se redressa. C'était un ajustement de routine. Daniel hocha la tête. Routé par un compte offshore non divulgué dans les directives de Monsieur Belogan. La salle s'agita à nouveau. La mâchoire de Monique se serra. Vous faites des accusations sans contexte. Le contexte est exactement ce que nous fournissons, répondit Daniel. Un autre clic. Des emails apparurent, ceux de Monique cette fois. Soigneusement formulés, calculés, instruisant les avocats de réinterpréter les clauses pour retarder les audits, pour prioriser certaines ventes. Monique se leva. C'est scandaleux. Vous n'avez aucun droit. Vous en avez. Une voix interrompit. Pas depuis l'écran, depuis la porte. La salle se tourna lentement comme si elle avait peur de ce qu'elle pourrait voir. Stéphane se tenait là, vivant, entier, les regardant. L'air sembla s'effondrer vers l'intérieur. Quelqu'un haleta. Une chaise racla bruyamment contre le sol. Un verre se renversa et se brisa, le son aigu et petit contre l'énormité du moment. Monique chancela en arrière dans son siège. Son visage se vide de sa couleur. La bouche de Nicolas s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Stéphane fit un pas en avant, puis un autre. Chaque pas était mesuré, contrôlé, dévastateur. Je vous ai dit à tous une fois, dit Stéphane calmement, sa voix stable, que cette entreprise fonctionne sur l'intégrité. Il s'arrêta en tête de table, debout juste derrière Monique. Apparemment, continua-t-il, certains d'entre vous croyaient que l'intégrité était morte avec moi. Personne ne parla. Stéphane tourna son regard vers Nicolas. Tu as déplacé de l'argent qui n'était pas à toi, dit-il. Pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu pensais que tu le pouvais. La voix de Nicolas se brisa. Stéphane, je peux expliquer. Stéphane regarda Monique. Et toi, dit-il doucement. Tu as transformé le chagrin en opportunité. Monique déglutit. Tu as simulé ta mort. Oui, répondit Stéphane. Et tu as échoué au test. Il fit un geste vers Daniel, qui continua la présentation sans manquer un battement. Finissons-en, dit Stéphane. L'écran afficha des avis juridiques. Déclencheurs internes, annulations automatiques, gel avec effet immédiat. Daniel lut, toutes les transactions non autorisées sont annulées. Des audits complets vont commencer. Les parties concernées coopéreront avec les autorités. Nicolas se leva brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Stéphane croisa son regard. Je l'ai déjà fait. La sécurité entra dans la salle, calme, professionnelle. La voix de Monique tremblait de fureur. Tu nous as humiliés. Stéphane se pencha plus près d'elle, la voix basse. Non, vous vous êtes révélé vous-même. Alors que Nicolas était escorté dehors, la panique perça finalement sa bravade. Ce n'est pas fini, cria-t-il. Stéphane ne répondit pas. Quand la salle fut retombée dans un silence stupéfait, Stéphane s'adressa au conseil. Cette réunion n'a jamais été une question de vengeance, dit-il. C'était une question de vérité. Il marqua une pause. Et la vérité, ajouta-t-il, a des conséquences. Les membres du conseil hochèrent la tête raidement, certains évitant son regard, d'autres visiblement soulagés. Stéphane se détourna, signalant la fin de la réunion. Dehors, la lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres du couloir. Stéphane s'arrêta de marcher. Pour la première fois depuis son entrée dans la salle, son calme vacilla juste un peu. Car maintenant venait la partie la plus difficile. De l'autre côté de la ville, Chloé était assise à son bureau, examinant des factures,
ignorante qu'une tempête qu'elle n'avait jamais demandé éclatait enfin. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Chloé ?» dit la voix de Daniel doucement. « Il y a quelqu'un qui aimerait vous voir. » Son cœur rata un battement. « Qui ?» Il y eut une pause. « Quelqu'un à qui vous avez déjà dit au revoir. » Le souffle de Chloé se coupa. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» murmura-t-elle. Dehors, par la fenêtre du bureau, la ville continuait, voitures, klaxons, gens, une vie précipitée, bruyante et ordinaire. À l'intérieur de Chloé, tout devint immobile. Chloé ne se rappelait pas s'être levée de sa chaise. Un instant, elle tenait le téléphone, écoutant les mots de Daniel résonner à son oreille. L'instant d'après, elle était debout, son cœur battant si violemment qu'il semblait pouvoir déchirer sa poitrine. « Quelqu'un à qui j'ai déjà dit au revoir », murmura-t-elle à nouveau, sa voix à peine stable. « Oui », répondit Daniel. « Si vous le voulez bien, il aimerait vous voir aujourd'hui. » Les doigts de Chloé tremblaient. Est-ce une sorte d'erreur? Il y avait une douceur dans la pose de Daniel. Non. L'appel se termina doucement, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Ses collègues remarquèrent son visage pâle. « Chloé, est-ce que ça va ?» demanda Valérie, l'inquiétude gravée sur son front. Chloé força un signe de tête. J'ai besoin de sortir un moment. Elle se souvenait à peine avoir rassemblé ses affaires. Elle sortit du bâtiment comme en transe. Le soleil trop brillant, le monde trop bruyant. Son esprit passait en revue des explications impossibles. Un parent, une coïncidence, un malentendu. Mais son cœur murmurait une pensée terrifiante. Vivant. Le trajet sembla interminable. Quand la voiture s'arrêta finalement, Chloé se retrouva devant une propriété calme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas de grandeur, pas de signe de richesse, juste du calme. Daniel la rencontra au portail. « Vous n'êtes pas obligé d'entrer, » dit-il doucement. « Vous pouvez partir à tout moment. » Chloé déglutit. « Si je ne le fais pas, je ne me le pardonnerai jamais. » Ils entrèrent. La pièce était simple. Un canapé, une table, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux voilés. Et là, debout près de la fenêtre, se trouvait Stéphane, vivant, respirant, réel. Les jambes de Chloé cédèrent. Elle serait tombée si Daniel n'avait pas fait un pas en avant instinctivement, mais Stéphane bougea plus vite. Il la rattrapa. « Chloé », dit-il doucement. Le son de sa voix brisa quelque chose en elle. Elle se recula soudainement, trébuchant en arrière comme brûlée. Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se soulevant. « Non », murmura-t-elle. « Non, je vous ai enterré. » Les larmes ruisselèrent sur son visage, incontrôlées, colériques, confuses. « J'ai pleuré pour vous, » dit-elle, sa voix montant. « J'ai pleuré sur votre tombe. » Les yeux de Stéphane brillèrent. « Je sais. » C'était tout ce qu'il fallait. Les larmes devinrent tranchantes, son chagrin se tordant en fureur. « Vous m'avez regardé, » dit-elle, la réalisation s'écrasant sur elle. « Vous m'avez regardé pleurer. » Stéphane hocha la tête lentement. « Oui. » Ses mains tremblaient alors qu'elle les serrait en poing. « Avez-vous une idée de ce que cela m'a fait ? » J'en ai une, dit-il calmement. « Et je le porterai pour le reste de ma vie. » Chloé rit une fois, un son brisé et incrédule. Vous les avez laissés me jeter dehors. Vous les avez laissés m'appeler une voleuse. Je ne les ai pas laissés faire. Stéphane répondit, je l'ai arrêté dès que j'ai pu sans détruire le plan. Quel plan? Exigea TL. Tester les gens, jouer aux morts. Sa voix se brisa. Vous m'avez testé aussi. Stéphane fit un pas prudent en avant. Non, je ne vous ai jamais testé. Elle secoua la tête. Alors qu'étais-je? Un dommage collatéral? Les mots pendaient lourdement entre eux. Stéphane ferma les yeux brièvement. Vous étiez la preuve que je ne savais pas que je cherchais. Ça ne rend pas les choses meilleures, murmura Chloé. Je sais. Le silence s'installa. Finalement, Chloé parla de nouveau, plus doucement maintenant, blessée mais honnête.
Tout ce que j'ai dit sur cette tombe. Cela ne signifiait rien pour vous? Stéphane la regarda pleinement. Plus aucune défense. Cela signifiait tout, dit-il. Cela a tout changé. Il lui dit la vérité, pas tout d'un coup, mais avec précaution. À propos de l'accident, du plan, du besoin d'exposer l'avidité, de la façon dont ses larmes l'avaient défait. J'ai construit des systèmes pour attraper des criminels, dit-il, mais je n'en ai jamais construit pour protéger les innocents. Chloé écoutait sans interrompre, les larmes tombant toujours silencieusement. Et maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant, je veux arranger les choses. Stéphane dit, pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, avec la vérité. Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis que le choc s'était dissipé. Vous m'avez fait mal, dit-elle simplement. Oui, mais vous m'avez aussi cru quand personne d'autre ne le faisait. Oui, sa voix tomba. Je ne sais pas quoi faire de ça. Stéphane hocha la tête. Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez. Il fit un pas en arrière, lui laissant de l'espace. Je ne vous demanderai pas de me pardonner, continua-t-il. Et je ne vous demanderai pas de rester. Tout ce que je veux, c'est dire la vérité publiquement. Chloé fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas seulement menti sur l'argent, dit Stéphane. Ils ont menti sur vous. Il croisa son regard fermement. Et je veux que le monde entende votre nom prononcé avec respect. Plus tard ce jour-là, la presse se rassembla dans l'incrédulité. Les appareils photos crépitèrent alors que Stéphane s'avançait, vivant, composé, indéniable. Je suis conscient que le monde croit que je suis mort, commença-t-il calmement. Cette croyance était intentionnelle. Des halètements parcoururent la foule. Mais ce qui compte plus que ma survie, continua-t-il, c'est ce qui a été révélé en mon absence. Il parla de trahison, d'avidité, de systèmes abusés. Puis, de façon inattendue, il dit son nom. Chloé. Chloé regardait depuis une pièce privée, le cœur battant. Elle a été accusée de vol, dit Stéphane fermement. Cette accusation était fausse. Des murmures se répandirent. Elle a perdu son emploi, sa dignité, sa sécurité pour un mensonge. Sa voix se durcit. Et elle n'est pas la seule. Il termina la conférence non pas avec de la colère mais avec de la responsabilité. Lorsque les caméras s'éteignirent, Stéphane expira lentement. De retour dans la pièce calme, Chloé était assise seule. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait exposée. Stéphane entra doucement. J'ai dit ce qui devait être dit. Elle hocha la tête. Je ne l'ai pas fait pour la rédemption, ajouta-t-il. Je l'ai fait parce que c'était dû. Chloé se leva lentement. Je ne vous déteste pas, dit-elle. Mais je ne peux pas encore vous faire confiance. Stéphane hocha la tête. C'est juste. Elle hésita à la porte, puis se retourna. Une chose, dit-elle. Sur la tombe. Je pensais chaque mot. La poitrine de Stéphane se serra. Moi aussi, répondit-il. Elle partit sans un autre mot. Et pour la première fois depuis son retour à la vie, Stéphane comprit que certaines dettes ne pouvaient pas être payées rapidement, seulement honnêtement. Les jours après la conférence de presse passèrent différemment pour Chloé. Pas plus vite, pas plus lentement, juste plus lourd. Son nom était soudain partout, sur les écrans, dans les articles, dans les conversations. Elle passait dans la rue. Les gens le prononçaient avec précaution maintenant, avec sympathie, avec indignation, avec curiosité. Le même monde qui avait ignoré sa douleur était maintenant impatient de la comprendre. Chloé détestait cette partie. Elle retourna travailler le lendemain matin de l'annonce, espérant que la routine l'ancrerait, mais le bureau semblait altéré. Les collègues la regardaient avec une nouvelle conscience. Certains souriaient trop gentiment, d'autres évitaient ses yeux. Valérie l'appela dans le bureau. « Vous ne nous l'avez pas dit, dit-elle doucement. » Chloé garda son regard stable. « Je ne savais pas comment. » Valérie hocha la tête. « Vous ne devez d'explication à personne. Sachez juste que vous êtes respecté ici. Cela n'a pas changé. » Chloé expira lentement, reconnaissante. Mais à l'intérieur, quelque chose restait instable.
Elle avait revu Stéphane, entendu ses excuses, été témoin de la restauration de son nom publiquement, et pourtant son cœur refusait de se reposer. Car la vérité n'efface pas le traumatisme, elle lui donne seulement un langage. Ce soir-là, Chloé retourna au gîte, l'épuisement s'accrochant à ses os. Elle s'attendait au calme. Au lieu de cela, Sandrine la rencontra à la porte avec un sourire hésitant. « Il y a quelqu'un ici pour te voir, » dit Sandrine. L'estomac de Chloé se noua. « Qui ? » « Il a demandé à te parler en privé, » répondit Sandrine. « Tu peux dire non. » Chloé ferma les yeux brièvement. Elle savait déjà. Stéphane se tenait dans le petit salon, pas en costume, pas entouré de sécurité. Juste un homme en chemise simple, les mains jointes devant lui comme quelqu'un attendant un jugement. Il ne bougea pas quand elle entra. « Je ne resterai pas longtemps, » dit-il immédiatement. « Et si vous voulez que je parte, je partirai. » Chloé croisa les bras, non défensivement, mais pour se maintenir entière. « Vous avez déjà dit ce que vous aviez besoin de dire, » répondit-elle. « Oui, » dit Stéphane. « Publiquement. » Elle haussa un sourcil. « Et ceci ? » « Ceci est personnel, » répondit-il. « Et optionnel. » Le silence s'étira. Chloé s'assit en face de lui, laissant de la distance entre eux. « Vous m'avez rendu mon nom, » dit-elle. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Je l'étais, » répondit Stéphane. « Parce que je vous ai pris quelque chose en premier. » Elle détourna le regard. « Chaque nuit depuis ce cimetière, » continua Stéphane doucement, « je me suis demandé pourquoi vos larmes comptaient autant. » La mâchoire de Chloé se serra. Était-ce la culpabilité ? Je me suis demandé. Était-ce la solitude ? Ou était-ce parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'aimait sans savoir qui j'étais ? Elle croisa son regard, alors surprise. « Je n'aimais pas votre argent, » dit-elle fermement. « Je n'aimais même pas votre pouvoir. Je sais. J'aimais le fait que vous étiez gentil quand personne ne vous forçait à l'être, » continua-t-elle. « Que vous remarquiez les gens qui étaient invisibles. » Sa voix s'adoucit. « Et c'est pourquoi cela fait mal. Parce que l'homme que je croyais que vous étiez n'aurait pas laissé cela m'arriver. » Stéphane hocha la tête lentement, absorbant chaque mot. « Vous avez raison, » dit-il. « L'homme en qui vous croyez vous a laissé tomber. » Il se pencha légèrement en avant, sans chercher à la toucher. « Je ne peux pas défaire cela, mais je peux choisir qui je serai ensuite. » Chloé l'étudia un long moment. « Que voulez-vous de moi ? » demanda-t-elle. Stéphane répondit sans hésitation. « Rien. » Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. » Il soutint son regard. « Je veux la chance de regagner votre confiance. » Lentement, sans attente. Ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre. « Et si je ne peux pas ? » demanda-t-elle. « Alors je respecterai cela, » répondit-il. « Et je serai toujours reconnaissant que vous ayez existé dans ma vie. » L'honnêteté la désarma plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. « Je suis fatigué, » dit Chloé doucement. « Fatigué d'être forte, fatigué d'être testée. »« Je ne vous testerai plus, » dit Stéphane. « Je le promets. » Elle se leva, signalant la fin de la conversation. « Je ne sais pas où cela mène, » dit-elle. « Mais si vous voulez être dans ma vie, vous devrez me rencontrer là où je suis. » Stéphane se leva aussi. « Où que ce soit, » dit-il, « je vous y rencontrerai. » Après son départ, Chloé s'assit seule dans la pièce calme, fixant l'espace qu'il avait occupé. Pour la première fois, elle ne se sentait pas en colère. Elle se sentait prudente, ce qui pour elle était un progrès. Au cours des mois suivants, Stéphane garda ses distances, mais pas sa parole. Il n'envoya pas de cadeaux, n'appela pas à l'improviste, n'apparut pas sans invitation. Au lieu de cela, de petites choses changèrent autour d'elle. L'entreprise de logistique où Chloé travaillait reçut de nouveaux contrats, équitables, transparents, sans pression. Ses superviseurs remarquèrent que des opportunités de croissance s'ouvraient naturellement. Des programmes de formation apparurent. Un chemin de promotion fut tracé, pas pour elle seule, mais pour tout le monde, remarqua Chloé. Elle remarqua aussi que le gîte se transforma discrètement en une aide au logement à long terme. Pas étiqueté, pas annoncé, juste fait. Un après-midi,
Daniel la rencontra pour un café. Il essaie, dit Daniel avec précaution. Je vois ça, répondit Chloé. Et comment vous sentez-vous? Elle remua sa tasse lentement, comme quelqu'un apprenant à respirer après avoir failli se noyer. Daniel sourit doucement. Cela prend du temps. De l'autre côté de la ville, Monique était assise seule dans son appartement, le silence l'oppressant. Les procédures judiciaires avaient commencé, les avoirs gelés, la réputation fracturée. Pour la première fois, elle ressentait ce que Chloé avait ressenti, l'impuissance. Et quelque part tranquillement, la justice se déroulait sans spectacle. Un soir, des semaines plus tard, Chloé se tenait à nouveau au cimetière, non pour pleurer, mais pour clore un chapitre. Stéphane ne la suivit pas. Il attendit au portail assez loin pour lui laisser de l'espace. Chloé s'agenouilla brièvement, plaça un lis unique sur la tombe et se leva. Quand elle se retourna, Stéphane était là, mais il ne parla pas. Elle marcha vers lui lentement. « J'avais besoin de dire au revoir à celui que je croyais que vous étiez, dit-elle. « Et bonjour » demanda-t-il doucement. Elle le considéra. « À celui que vous pourriez devenir, » répondit-elle. Ils sortirent du cimetière côte à côte, sans se toucher, sans promettre, mais plus divisés par des mensonges. Pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, Chloé ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de la certitude, mais de la possibilité. Le matin où Chloé emménagea dans son nouvel appartement, elle resta longtemps sur le seuil sans entrer. Les clés semblaient étranges dans sa main, légères, froides, réelles. Cet endroit n'était pas un cadeau, pas une récompense, pas une compensation. C'était un bail à son nom, payé par ses propres revenus, soutenu discrètement par un programme de logement auquel elle s'était qualifiée sans favoritisme ni pression. Tout était documenté. Tout était propre. Cela comptait pour elle. Elle marcha à travers la pièce lentement. L'appartement était petit mais lumineux avec de larges fenêtres qui laissaient entrer la ville. Les murs étaient nus. L'air sentait légèrement la peinture fraîche et le neuf. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Chloé ferma une porte et sut que personne ne pouvait l'ouvrir sans sa permission. Elle s'assit sur le sol et pleura, pas bruyamment, pas de douleur, mais d'un soulagement si profond qu'il l'effraya. De l'autre côté de la ville, Stéphane se tenait dans son bureau, regardant l'horizon à travers une vitre qui lui renvoyait son propre visage. L'Empire était intact à nouveau, mais changé. La salle du conseil ne résonnait plus de peur. Des audits étaient en cours. Des systèmes étaient reconstruits. Les gens qui avaient abusé du pouvoir étaient partis. Et pourtant, Stéphane se sentait moins en contrôle que jamais. Car la seule chose qu'il ne pouvait pas commander, la confiance, restait juste hors de portée. Il avait tenu sa promesse à Chloé, distance, patience, pas de pression. Mais la patience n'apaisait pas le désir. Il prit son téléphone, hésita, puis le reposa. Plus tard ce soir-là, Chloé reçut un message de Daniel. Il organise un petit dîner. Pas de presse, pas d'ordre du jour, juste des gens qui ont été blessés et ceux qui essaient de faire mieux. Vous êtes invités. Aucune obligation. Chloé fixa l'écran un long moment. Elle ne devait rien à Stéphane, mais elle se devait le droit de choisir. Elle répondit par un mot. D'accord. Le dîner eut lieu dans un restaurant modeste surplombant la Seine. Pas de détails de sécurité, pas de caméra, juste des lumières chaudes, de la musique douce et de la nourriture simple. Quand Chloé arriva, Stéphane se leva alors qu'elle approchait, non par habitude, mais par respect. « Merci d'être venu, dit-il. » Elle hocha la tête. « Merci d'avoir demandé sans insister. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Autour d'eux se trouvaient des gens que Chloé ne reconnaissait pas. D'anciens employés qui avaient été licenciés à tort, un fournisseur dont le contrat avait été manipulé, un jeune manager qui avait parlé et payé le prix. Stéphane écoutait plus qu'il ne parlait. Il s'excusait sans se défendre. Il reconnaissait le mal sans le minimiser. Il ne demandait pas pardon. Chloé observait attentivement. Ce n'était pas une performance. C'était de la responsabilité. Après le dîner, alors que le groupe se dispersait lentement, Chloé et Stéphane restèrent assis. « Vous n'étiez pas obligé de m'inclure là-dedans, » dit Chloé. « Je l'étais, » répondit Stéphane. « Parce que votre douleur faisait partie de la vérité qui m'a réveillé. » Elle l'étudia.
vous changez. J'essaie, répondit-il. Il y a une différence. Elle sourit faiblement. Cette nuit-là, Stéphane la raccompagna à sa voiture, mais ne lui ouvrit pas la porte. Non parce qu'il manquait de manières, mais parce qu'il savait qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. « Bonne nuit, Chloé, dit-il. »« Bonne nuit, Stéphane. » Alors qu'elle s'éloignait, Chloé sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. La confiance, pas entière, pas guérie, mais se formant lentement. Au cours des mois suivants, leurs vies commencèrent à se croiser doucement. Ils se rencontraient pour un café dans des lieux publics, parlaient de livres, pas de blessures, riaient de choses ordinaires. Stéphane n'évoquait jamais la tombe à moins qu'elle ne le fasse. Chloé ne tressaillait jamais quand il disait son nom. Un après-midi, Chloé visita la Fondation Belogan pour la première fois, non pas comme un sujet de charité, mais comme consultante. Elle marcha à travers le bâtiment avec confiance, la tête haute. Ce programme se concentre sur les travailleurs domestiques, dit-elle à l'équipe. Mais la dignité n'est pas une formation, c'est une protection. Stéphane observait depuis le fond de la salle. Elle ne parlait pas pour lui. Elle parlait d'elle-même. Cette nuit-là, il lui dit la vérité qu'il avait retenue. « Je ne veux pas vous définir par ce que vous avez souffert, dit-il. Mais je ne peux pas prétendre que je ne m'en soucie pas. » Chloé le regarda fixement. « Se soucier n'est pas le problème, dit-elle. Le contrôle l'est. »« Je n'essaierai pas de vous contrôler, répondit Stéphane. Même si cela signifie vous perdre. » Les mots s'installèrent entre eux. Des semaines plus tard, un dimanche matin calme, Chloé invita Stéphane dans son appartement pour la première fois. Elle cuisina. Il fit la vaisselle. Ils se disputèrent légèrement à propos de la musique. À un moment, elle le surprit debout dans son salon, regardant autour de lui avec un émerveillement silencieux. « Quoi ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je ne vous ai jamais imaginé comme ça. »« Comme quoi ? » ?»« Libre ?» dit-elle. La gorge de Chloé se serra. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait à tomber contre ses fenêtres, Chloé prononça les mots qu'elle retenait depuis des mois. « Je ne pardonne pas facilement, dit-elle. Mais je ne veux pas vivre fermé non plus. » Stéphane écoutait. « J'ai encore peur, admit-elle. Mais je ne veux pas que la peur décide de tout. » Il prit une lente inspiration. « Je vous aime, dit-il, non comme une demande, non comme une prière, pas parce qu'elle était forte, pas parce qu'elle était gentille, mais parce qu'elle était elle. » Chloé ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, marcha vers la fenêtre, regarda la pluie tracer des lignes d'argent sur le verre. Puis elle se retourna vers lui. « Je vous ai aimé une fois, dit-elle doucement. Sans sécurité, sans vérité. » Elle s'approcha. « Si je vous aime à nouveau, continua-t-elle. Ce sera les yeux ouverts. » Stéphane hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Elle tendit la main vers la sienne. Non parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle le choisissait. Dehors, la ville respirait. Et à l'intérieur de ce petit appartement, deux vies autrefois divisées par le silence, le pouvoir et la douleur se tenaient enfin sur un pied d'égalité. Le jour où Chloé retourna au cimetière, le ciel était clair. Pas de pluie, pas de tonnerre, pas de signe dramatique, juste la lumière du soleil se déplaçant doucement sur les rangées de pierres, réchauffant la terre qui avait autrefois contenu ses larmes. Elle marcha lentement entre les tombes portant un lys blanc unique. Non parce qu'il était cher, non parce qu'il était symbolique, mais parce qu'il était simple et réel. Stéphane suivait plusieurs pas derrière elle. Il avait demandé si elle voulait y aller seule. Elle avait secoué la tête. Pas seule, avait-elle dit. Juste pas devant. Alors il marchait derrière elle, maintenant silencieux, respectueux, présent sans intrusion. Ils s'arrêtèrent devant la tombe qui portait autrefois son nom. La pierre était toujours là. Stéphane, fils bien-aimé, leader, héritage. Chloé s'agenouilla, posant le lys doucement à la base. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Stéphane attendit. « Je pensais que cet endroit vous retenait, » dit finalement Chloé, la voix calme. « Que si je pleurais assez fort, vous pourriez m'entendre. » Elle expira lentement. « Mais ce n'était pas vous que j'enterrais ici. »
Stéphane sentit sa poitrine se serrer. C'était ma peur, continua-t-elle. Ma croyance que la gentillesse ne survit pas au pouvoir. Que les gens comme moi ne sont pas vus à moins d'être brisés. Elle se leva. Et aujourd'hui, je laisse ça partir. Stéphane fit un pas en avant, non pour interrompre mais pour se tenir à côté d'elle. Je ne veux plus que cette tombe me rappelle la douleur, dit Chloé. Je veux qu'elle me rappelle la vérité. Elle se tourna vers lui. Vous êtes mort ici, dit-elle doucement. Et quelque chose de meilleur a vécu. Stéphane déglutit. J'aimerais pouvoir effacer ce que vous avez traversé, dit-il calmement. Pas moi, répondit Chloé. Parce que cela m'a appris quelque chose. Elle croisa son regard. Que la dignité n'est pas donnée par les puissants. Elle est réclamée par les braves. Ils restèrent là ensemble, le silence entre eux n'étant plus lourd, mais entier. Plus tard cet après-midi-là, Chloé retourna seule à son appartement. Elle ouvrit les fenêtres, laissant entrer la ville, les rires, la circulation, la musique lointaine. Elle se déplaçait dans son espace avec aisance, touchant la bibliothèque, la table, la chaise près de la fenêtre. Cette vie était la sienne, non empruntée, non défendue, gagnée. Son téléphone vibra. Un message de Manon. Je t'ai vu aux nouvelles encore. Tu as l'air différente, plus heureuse. Chloé sourit et répondit, je le suis. Je me sens enfin moi-même. Ce soir-là, Stéphane organisa une dernière réunion chez Belogan Holdings, non avec des avocats, non avec des cadres, mais avec des gens, employés de tout niveau, entrepreneurs, nettoyeurs, chauffeurs, assistants. Il se tenait à l'avant de la salle, non élevé, non encadré par des symboles de pouvoir. J'ai cru un jour que le leadership signifiait le contrôle, dit-il. Maintenant je comprends qu'il signifie la responsabilité. Il marqua une pause. J'ai failli à cette responsabilité quand j'ai permis à une expérience de nuire à une personne innocente. Un murmure parcourut la salle. Je ne répéterai pas cette erreur. Il annonça des réformes permanentes, des protections pour les travailleurs, des systèmes de signalement anonymes, une aide juridique, des partenariats de logement. Mais ce qui resta avec les gens n'était pas la politique. C'était l'humilité. Après la réunion, Stéphane ne se retira pas dans son bureau. Il sortit dans la ville. Plus tard cette nuit-là, il se tenait devant l'immeuble de Chloé, regardant la lumière à sa fenêtre. Il n'appela pas. Il ne frappa pas. Il resta simplement là, respirant la vérité tranquille que l'amour, le vrai amour, attend le consentement. À l'étage, Chloé éteignit sa lampe et s'allongea dans son lit, ses pensées calmes. Elle n'avait plus peur de l'avenir parce qu'elle savait qu'elle pouvait partir si elle en avait besoin. Et choisir de rester n'était plus de la survie. C'était de la force. Des semaines passèrent. La vie s'installa, non dans la perfection, mais dans l'honnêteté. Chloé continua son travail, s'élevant régulièrement. Elle mentora d'autres personnes qui lui rappelaient elle-même. Calme, capable, ignorée. Stéphane travaillait à ses côtés, pas au-dessus d'elle. Ils se disputaient parfois, riaient souvent, se choisissaient quotidiennement. Un soir, alors que le soleil descendait bas et que la ville s'adoucissait, Stéphane se tourna vers Chloé sur son balcon. « Je ne veux pas construire un avenir qui efface le passé, dit-il. Je veux un avenir qui l'honorait. » Chloé le considéra. « Alors nous le construisons lentement, répondit-elle. Et nous ne cachons pas les cicatrices. » Il hocha la tête. Cette nuit-là, ils se tinrent ensemble, regardant les lumières de la ville s'animer. Pas de secret, pas de test, pas de tombe entre eux. Seulement deux personnes autrefois divisées par le pouvoir et le silence, maintenant liées par choix. Et quelque part sous le bruit de la ville, une vérité tranquille restait stable, la gentillesse, lorsqu'elle est vue et protégée, a le pouvoir de ressusciter plus que les morts. Elle peut ressusciter la dignité, l'espoir et l'amour. La vie ne récompense pas toujours la gentillesse immédiatement. Parfois, elle la teste durement, injustement, sans explication. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose de plus profond. Que le caractère se révèle lorsque le pouvoir se croit invisible et que la dignité survit même lorsqu'elle est dépouillée de tout le reste. Chloé n'avait rien, mais elle a gardé sa vérité. Stéphane avait tout, mais a dû le perdre pour apprendre ce qui comptait. Leur voyage nous enseigne que le véritable amour ne se prouve pas par de grands gestes,
mais par la responsabilité, la patience et le courage de changer. Alors demandons-nous, quand personne ne regarde, envers qui sommes-nous gentils? Et quand nous avons du pouvoir, protégeons-nous les vulnérables ou les testons-nous? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été invisible et choisi quand même la bonté? Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, des histoires d'espoir, de justice et de valeurs humaines, n'oubliez pas de vous abonner car la gentillesse mérite d'être rappelée.